Bonjour tout le monde. Après cette introduction aux outils d'analyse exploratoire multivariés, je vous propose de développer un des outils les plus couramment utilisés dans ce contexte, à savoir l'analyse en composantes principales. Je vous rappelle que nous nous trouvons par ici dans notre guide de choix du méthode exploratoire multivariée. Donc nous cherchons à explorer un jeu de données constitué de variables exclusivement quantitatives. Une des analyses les plus couramment utilisées, c'est l'analyse en composantes principales. Je reviens sur le jeu de données que nous avions exploité au moment de l'introduction sur cette partie. Nous avions exploité ce jeu de données qui rassemble des athlètes en ligne issus de deux compétitions, Decastars et Jeux olympiques, et nous avons rassemblé les scores à différentes épreuves en colonnes, 100 mètres, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur, etc. Nous avions vu comment commencer à exploiter ce jeu de données avec des statistiques univariées et des statistiques bivariées. Nous allons aller un petit peu plus loin aujourd'hui en utilisant des techniques multivariées. Alors, je reprends la question que nous nous étions posée. Comment explorer ce jeu de données? Avant d'aller plus loin, je souhaitais vous faire une petite remarque. Regardez les scores aux différentes épreuves sportives. Sur le 100 mètres, il s'agit d'un score en secondes, et plus ce score est élevé, moins la performance de l'athlète est bonne. Alors que pour le saut en longueur, il s'agit d'un score en mètres. Plus ce score est élevé, meilleure est la performance. Donc la direction d'un score élevé de performance ne sera pas forcément la même d'une épreuve à une autre. Gardez ça en tête, c'est très important. Nous avions clôturé la partie introductive avec un teaser qui affiche deux graphiques d'ACP que je vous conseille d'exploiter systématiquement, surtout si vous débutez avec l'analyse en composantes principales. Premier graphique à gauche, le graphique des variables. Le deuxième graphique à droite, le graphique des observations. C'est le moment de commencer à interpréter un petit peu ces graphiques-là. Comment est-ce qu'on interprète des graphiques d'ACP? Je commence avec le graphique de gauche, et d'ailleurs je vous conseille de partir systématiquement sur le graphique de gauche si vous n'avez pas de démarche spécifique d'ACP. Pour le moment, nous allons oublier l'axe horizontal et l'axe vertical. Nous allons juste nous focaliser sur ces vecteurs rouges qui représentent chacun une variable ou une colonne du jeu de données initial. Vous reconnaissez les différentes épreuves athlétiques. Dans ce graphique, vous avez une forme de résumé partiel de la matrice de corrélation, de toutes les corrélations 2 à 2 parmi les variables. Et comment est-ce qu'on visualise les corrélations dans ce graphique? Il suffit d'observer les directions des variables les unes par rapport aux autres. Deux variables qui sont dans la même direction seront positivement corrélées. Par exemple, le 110 mètres et le 100 mètres et le 400 mètres sont dans la même direction. Elles sont séparées par des angles aigus, des angles étroits. Lorsque le score au 400 mètres est élevé, le score au 110 mètres sera élevé et le score au 100 mètres sera élevé. Même chose pour ce bouquet de variables ici. Disque, lancer du poids, saut en hauteur. Ces trois variables sont dans la même direction, donc on peut supposer qu'elles sont positivement corrélées. Lorsque le score au lancer du disque sera élevé, le score au lancer du poids sera élevé et le score en saut en hauteur sera élevé. Maintenant, deux variables qui sont opposées dans ce graphique seront négativement corrélées. Par exemple, le saut en longueur est négativement corrélé aux trois épreuves de course qui se trouvent par ici. Lorsque la distance franchie en saut en longueur sera élevée, le temps de parcours de 400 mètres, 110 mètres et 100 mètres sera faible. Et inversement, lorsque la distance franchie en saut en longueur sera faible, le temps en secondes nécessaire pour franchir 400 mètres, 110 mètres et 100 mètres sera élevé. Deux variables qui sont séparées cette fois-ci par un angle droit ne sont pas corrélées entre elles.
Par exemple, c'est le cas de ce bouquet de variables versus ce bouquet de variables. Donc le 400 mètres, le 110 mètres et le 100 mètres ne sont pas corrélés au lancer du disque, au lancer du poids et au saut en hauteur. Le saut en longueur non plus d'ailleurs, vous voyez, il y a un angle droit. Le saut en longueur n'est pas corrélé avec le lancer du disque, le lancer du poids et le saut en hauteur. Donc vous voyez, vous avez une visualisation de votre matrice de corrélation, mais il s'agira d'une visualisation partielle. On verra plus tard que dans ce cas précis, par exemple, seuls 50% des relations parmi les variables sont visibles sur ce graphique. Au niveau du graphique des observations, vous avez cette fois-ci une projection des différentes lignes de votre tableau de données. Donc dans votre cas, il s'agit d'une projection des athlètes. Et ici, j'ai coloré les athlètes selon les compétitions sportives, des castars en vert ou Jeux olympiques en violet. Nous sommes quelque part dans le même espace que pour le graphique des variables. Dans cette direction-là, en haut à droite, vous avez une augmentation du temps de parcours du 400 mètres, 110 mètres et 100 mètres. Donc, dans ce coin du graphique, vous avez des athlètes qui ont un temps de parcours au 400 mètres, 110 mètres et 100 mètres qui est assez élevé. Donc, ils ont une performance médiocre au niveau des épreuves de course. Et à l'opposé, nous allons avoir des athlètes qui, au contraire, auront un temps de parcours faible, donc une performance aux épreuves de course plus élevée. Et en fait, vous pouvez aussi interpréter le saut en longueur dans ce sens, c'est-à-dire que dans cette direction-là, vous avez des athlètes qui vont être associés à une distance franchie en saut en longueur plus élevée par rapport aux athlètes qui se trouvent dans ce coin-là. Dans ce coin du graphique, vous avez des athlètes qui sont bons en lancer du disque, lancer du poids et saut en hauteur. Ils s'opposent à des athlètes en bas à droite qui, eux, donc s'opposent aux variables lancer du poids, lancer du disque et saut en hauteur, et par conséquent, ils auront des scores médiocres au niveau de ces épreuves-là. Donc vous voyez, vous pouvez quelque part caractériser vos différentes observations par rapport au graphique des variables sur un graphique compact à partir d'un jeu de données complexe. C'est là tout l'intérêt des outils exploratoires multivariés. Ils vous donnent un point de vue général sur une grande partie de votre jeu de données. Donc c'était une première interprétation. J'y suis allé un petit peu vite. C'était juste pour vous donner un teaser. Nous allons voir un petit peu plus dans le détail le fonctionnement de l'ACP. Je prends l'exemple du jeu de données sur les extraterrestres. Je vous rappelle que dans ce jeu de données, chaque ligne correspond à un extraterrestre qui visite un site de vente de chaussures en ligne qui a différentes caractéristiques. Chaque extraterrestre a différentes caractéristiques dont une taille, une pointure, un poids et un temps passé sur le site. Mon objectif, c'est d'explorer juste cette sous-partie du tableau taille, pointure, poids et temps passé sur le site. Il s'agit de 4 variables quantitatives, donc je peux exécuter une analyse en composantes principales. Évidemment, je vous conseille de commencer systématiquement avec des statistiques univariées et bivariées avant de passer aux multivariées. L'analyse en composantes principales permet de résumer un jeu de données de variables quantitatives de plusieurs colonnes sur quelques graphiques simples pour que vous puissiez avoir une meilleure visualisation des choses. On pourra alors examiner les relations entre variables, comme je vous l'ai montré sur le graphique des variables, la proximité des individus ou des observations les unes avec les autres, et la caractérisation d'individus ou d'observations par les variables. Je vous propose une première approche conceptuelle de l'ACP, je vous en proposerai une autre qui est peut-être un petit peu plus mathématique. Comment fonctionne l'ACP de manière conceptuelle? On part d'un jeu de données initial, donc là j'avais un jeu de données avec 4 colonnes. Dans ce jeu de données, il y a une certaine quantité d'informations cachées à gauche à droite et réparties a priori de manière homogène un peu partout. L'ACP va synthétiser un jeu de données artificiel
mais dans lequel l'information est redistribuée de manière à en concentrer un maximum sur juste quelques colonnes. Ici, ne cherchez pas à interpréter les chiffres pour le moment, sachez juste que l'ACP crée un nouveau tableau de données dans lequel l'information du jeu de données initial est concentrée sur quelques colonnes, les quelques premières colonnes, on va dire, de ce nouveau tableau de données. Et à partir de là, il suffira simplement, par exemple, de créer un nuage de points entre les colonnes F1 et F2 pour avoir une vision d'une grande partie de l'information du jeu de données initial. Vous voyez, sur F3 et sur F4, il ne reste plus grand-chose, donc autant exploiter juste F1 et F2. Pour le moment, c'est très conceptuel. Je vous propose une explication un peu plus mathématique. Mon objectif ici, c'était juste vous illustrer cette idée de réduction de la dimensionnalité du jeu de données initial. On passe d'un jeu de données avec 4 colonnes et plein d'informations réparties partout sur un jeu de données peut-être toujours avec 4 colonnes, mais l'information est répartie dans l'ACP sur un nombre restreint ou réduit de colonnes qu'on appellera d'ailleurs des dimensions ou des composantes principales. Voilà le résultat de l'ACP sur les données des extraterrestres. Donc à gauche, c'est encore une fois le graphique des variables et à droite, le graphique des observations. Dans le graphique des variables, chaque variable est associée à un vecteur. Pour interpréter le graphique des variables, il suffit d'observer les directions des variables les unes par rapport aux autres. Deux variables qui sont dans la même direction, je vous disais, sont positivement corrélées, c'est le cas du poids et de la taille. Deux variables qui sont dans des directions opposées sont négativement corrélées. Le temps passé sur le site est négativement corrélé au poids et à la taille. Et deux variables qui sont perpendiculaires ne sont pas corrélées. C'est le cas du poids versus la pointure, par exemple. Dans le graphique des observations, vous pouvez caractériser les observations par rapport aux variables. Ici, on voit qu'il y a deux groupes d'observations qui se distinguent. Des observations à droite, qui sont dans la direction du poids et de la taille, et dans la direction opposée du temps passé sur le site. On est dans le même espace que l'espace du graphique des variables, je vous rappelle. Donc à droite, nous avons des extraterrestres qui sont caractérisés par un poids élevé, une taille élevée et un temps passé sur le site faible. À gauche, nous avons des extraterrestres caractérisés par un poids faible, une taille faible et un temps passé sur le site élevé. Autrement, nous avons deux extraterrestres ici, Derek en haut et Sean en bas, qui sont caractérisés peut-être par des pointures atypiques. Derek a une pointure élevée et Sean a une pointure faible. Je vous rappelle que la variable pointure va vers le haut, donc en direction de Derek. Et voilà une interprétation d'ACP issue d'un autre jeu de données. Je vous propose à présent une présentation un peu plus mathématique du fonctionnement de l'ACP. Je vous illustre les choses avec un cas simplifié avec uniquement deux variables. Je vous conseille de ne pas construire d'ACP sur deux variables. Ici, l'objectif est purement pédagogique, mais vous savez que si vous n'avez que deux variables quantitatives et que vous souhaitez explorer la relation entre ces deux variables, il suffit tout simplement de créer un nuage de points. Mais là, l'objectif est juste pédagogique. Comment on construit une ACP avec deux variables? D'abord, on centre et on réduit chaque variable à part. Donc avec cette opération-là, x moins moyenne divisé par écart type. Quelle est l'utilité de cette opération? Cette opération permet de ramener les variables à la même échelle sans pour autant effacer leur corrélation, si elle existe. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, regardez ce qui se passe sur un nuage de points. Disons que nous travaillons sur une ACP construite sur montant de facture et temps passé sur le site. Si au préalable, nous effectuons un centrage et une réduction de chaque variable à part et que, à la suite, nous construisons le nuage de points entre les deux variables centrées et réduites, nous obtenons ce graphique-là. Vous voyez que les données varient plus ou moins entre -2 et +2 pour le montant de facture et entre -2 et +2 pour le temps passé sur le site. Nous n'avons plus un montant de facture en euros,
et nous n'avons plus un temps passé sur le site en secondes ou en minutes. Nous avons rabattu les deux variables à la même échelle, ce qui va empêcher les variables mesurées sur une échelle plus large d'avoir un poids plus important dans la construction de l'ACP. Donc là, tout l'objectif, c'est de mettre le même poids sur toutes les variables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions construit un nuage de points sur les données brutes dans la partie sur les statistiques bivariées. Et nous avions bien détecté une relation négative, comme on la voit ici, entre le montant de facture et temps passé sur le site. Vous voyez, plus le temps passé sur le site augmente, plus le montant de facture diminue. Nous avions déjà observé cette forme de nuage de points. Et le centrage et la réduction des deux variables, vous voyez, n'a pas retiré la relation qui existait entre le montant de facture et temps passé sur le site. Rien n'a changé du côté de la relation entre ces deux variables. Et en fait, l'ACP va mettre en avant l'information la plus intéressante qui se trouve dans ce nuage de points. Il s'agit de la relation négative entre montant de facture et temps passé sur le site. Et en fait, cette relation va être capturée par la première dimension de l'ACP qu'on va venir placer au niveau de l'étirement maximal du nuage de points. Vous voyez, le nuage de points a tendance à s'étirer dans cette direction-là. Et la première dimension de l'ACP va donc venir se positionner dans cet étirement qui reflète la relation entre montant de facture et temps passé sur le site. Donc, par principe, la première dimension de l'ACP va venir capturer un maximum d'étirement dans le nuage de points. Il s'agira donc de la première dimension de l'ACP, la dimension F1. Ensuite, maintenant que nous avons positionné F1, on va rechercher une deuxième dimension d'ACP ou une deuxième colonne d'ACP. Alors, il y a deux informations très importantes ici, à savoir pour la construction de la deuxième dimension. Première idée, la deuxième dimension va capturer un maximum de variabilité ou d'étirement restant sous une contrainte. Il s'agit de la deuxième info très importante. Il faut que la deuxième dimension soit perpendiculaire à la première. Et donc, dans ce cas, quand on part que de deux variables en entrée, nous n'avons qu'une seule possibilité, c'est cette possibilité-là. Donc ma deuxième dimension va venir se positionner de manière perpendiculaire à la première. Et ainsi de suite pour la troisième, la quatrième dimension, etc. La troisième dimension va capturer un maximum d'informations restantes tout en étant perpendiculaire aux deux premières dimensions. La quatrième dimension va capturer un maximum de variabilité ou d'étirement restant tout en étant perpendiculaire aux trois premières dimensions, et ainsi de suite. Évidemment, l'œil humain ne va pas pouvoir visualiser plus de trois dimensions perpendiculaires les unes aux autres. Sachez juste que c'est mathématiquement possible et acceptez-le comme ça. Dans notre exemple, on ne pourra pas aller au-delà de deux dimensions parce que de toute façon, lorsque vous n'avez que deux variables en entrée, vous ne pouvez pas faire plus que deux dimensions. Une fois que vous obtenez ça, vous pouvez effectuer une forme de rotation de cette croix, de ces deux dimensions perpendiculaires l'une à l'autre, et vous obtenez ce fameux graphique. Il s'agit du graphique des observations. Et en fait, vous voyez que chaque observation a une coordonnée sur F1 et sur F2. Et ces coordonnées-là ne sont autres que les chiffres que vous avez observés dans le tableau synthétique construit par l'ACP. Il y a un élément supplémentaire ici que je souhaitais aborder. Vous voyez ces pourcentages qui sont affichés dans les légendes de mes axes. Vous voyez que déjà l'axe horizontal, c'est la première dimension. La première dimension porte 83,52% de l'information ou de l'étirement du jeu de données initial. Donc on peut quantifier cette part d'information portée par chacune des dimensions. La deuxième dimension porte 16,48% de l'information du jeu de données initial.
Il est inutile d'exécuter une ACP encore une fois sur deux variables. Cet exemple avait un intérêt purement pédagogique. D'ailleurs, dans le PDF de cette formation, je vous ai mis un exemple avec la construction de dimensions d'ACP à partir d'un jeu de données à 3 dimensions. Donc, je vous laisse l'exploiter de votre côté si ça vous intéresse. Je vais passer à la suite. Un petit peu de jargon. Une dimension, une composante, un facteur, un axe, c'est la même chose. C'est une de ces colonnes synthétiques construites par l'ACP. La première dimension va porter la plus grande part d'informations, la deuxième en portera un peu moins, et ainsi de suite. L'inertie, c'est la variabilité et c'est l'information du jeu de données initial. Donc toute la variabilité ou la variance du jeu de données initial, on l'appelle inertie dans le jargon de l'ACP. Une eigenvalue ou une valeur propre, c'est la part d'inertie ou la part d'information portée par une dimension en particulier. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.